monde d'à peu près. Bonjour à tous, vous êtes dans Le Monde d'à peu près, une émission proposée par Artemus. Artemus qui réalise des podcasts et organise des conférences. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les réseaux habituels, comme par exemple notre chaîne YouTube Artemus Belgique ou notre canal Telegram Artemus Officiel. Merci de partager, diffuser, commenter, bref, d'aider à notre visibilité. À la présentation, Nicolas, et comme intervenants, Lamine et Hugues. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Vidal. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Alors, Nicolas Vidal, vous êtes le fondateur et animateur du média Putsch, qui a été lancé en 2018. Vous êtes également éditorialiste politique, notamment pour Tocsin et Ligne Droite. Plus ligne droite. Plus Ligne Droite, il reste Tocsin. Il reste Tocsin, c'est déjà pas mal. Hein, Ouais, c'est sympa. L'aventure est dense. Je confirme, ouais. Et nous vous recevons pour parler d'actualité, bien sûr. Vous êtes toujours sur le qui-vive avec tout ce qui se passe, notamment en France, et plus particulièrement pour parler de votre dernier livre, le petit dernier, parce qu'il est vraiment petit, il fait une 50aine de pages, mais ce n'est pas la taille qui compte, et qui s'appelle « La tempête qui vient ». Alors, première question, bien sûr, classique. Quelle est donc cette tempête qui vient selon vous ? De quelle tempête en parlez-vous ? Quand on parle de cette tempête-là, c'est manifestement et assurément la tempête populaire qui saisit déjà la France et qui saisit en plus plusieurs pays européens. On le voit de plus en plus, on voit l'eau monter et cette tempête populaire, en fait, elle est en train de se déployer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, nous avons vécu le mouvement des Gilets jaunes qui a été très violemment réprimé par le pouvoir, par la caste en place. Et nous avons reçu des Gilets jaunes belges à ce micro également. Tout à fait. Ouais. La junte au pouvoir en France a violemment réprimé les Gilets jaunes parce que c'était le retour du peuple et ces gens, les Gilets jaunes en fait ont été le pire cauchemar de l'oligarchie et ils ne supportaient pas de voir ce retour du peuple poser des questions, demander des comptes surtout et essayer de lutter comme ils le pouvaient pour récupérer ce qu'ils leur doivent, au quoi ils ont droit et finalement on se rend compte que maintenant on est quand même en 2025 et que ce mouvement, je le disais, a été violemment réprimé. Il a duré 6 mois très fort, on va dire 4-6 mois, et puis après plus rien, la réforme des retraites, il y a eu quand même 2 en 2019 et en 2023, là aussi il y a eu des violentes répressions, on a eu des agriculteurs également, donc vous voyez bien qu'à un moment donné, il y a quand même des petites vaguelettes qui se propagent en France et des gens qui réclament des comptes, des gens qui à un moment donné ont été trahis par les élites au pouvoir et qui ont été trahis économiquement notamment, démocratiquement encore plus, et à force, ça s'appelle la tempête parce que ça sédimente. Le cours de l'histoire est souvent très long, la sédimentation est souvent très longue et les Gilets jaunes ou les agriculteurs ou la réforme des retraites n'ont pas été forcément des échecs, ce sont à un moment donné des accès de colère, des accès de rébellion qui se sédimentent au fil des mois, au fil des années et qui donnera à tout le moins une révolte beaucoup plus importante. On verra bien dans les prochaines semaines, prochains mois ou les prochaines années, mais je pense que ça va se compter en mois, parce qu'en fait, ce que n'a pas compris la junte au pouvoir, c'est qu'on ne gouverne jamais impunément contre son peuple. Ces gens sont incultes, Emmanuel Macron est inculte, et comme il n'a jamais ouvert un livre d'histoire, et comme la plupart des gens qui le conseillent à l'Élysée, qui sont des petits snobinards sortis des grandes écoles, n'ont absolument jamais ouvert un livre d'histoire. Donc ils n'ont pas d'épaisseur, ils n'ont pas de densité, ils n'ont pas cette capacité à un moment donné à faire un pas en arrière et à regarder derrière en se disant qu'est-ce que nous a enseigné l'histoire. Et puis au-delà de ça, ce sont des gens qui sont totalement déconnectés de la population, mais aussi, je le dis, qui ne se sentent pas du tout français. C'est des gens qui n'ont pas de conception même de l'identité française et de ce que le pays a été, ce qu'il a apporté, ce qu'il a construit et vers où il doit aller. Donc vous avez des gens qui sont totalement dépossédés de ce qu'est la nation. Et bien entendu, face à un peuple qui commence à gronder économiquement, forcément, l'affrontement, à mon avis, me paraît inévitable. Mais inversement, l'histoire, disons récente, nous apprend aussi qu'on peut aller très très loin avec le peuple, il peut se passer plein de choses, mais qu'à l'arrivée, il ne se passe rien. On a vu ça, on a parlé des Gilets jaunes, le Covid, on sait aujourd'hui l'escroquerie que c'était, que c'est encore. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et à l'arrivée, il n'y a pas vraiment une tempête qui vient. Il y a quelques vaguelettes, mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est vraiment là ? Vous parlez d'affaires de quelques mois. Qu'est-ce qui est concret ? Ça se concrétise par quoi en ce moment, vraiment, cette tempête qui serait censée arriver enfin ? Parce qu'on en parle depuis longtemps.
Vous avez raison, c'est toujours pareil en fait. C'est que là, on pose la question essentielle de la cartographie de la colère. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a des choses qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas marché et qui ont été vouées à l'échec. Parce que c'est ça le constat qu'on a. Et c'est des questions qu'on me pose en permanence quand je fais des conférences. C'est-à-dire, on me dit, mais comment ça va se passer? Comment ça peut se passer dans les prochains mois? Et qu'est-ce qui pourrait à un moment donné être l'étincelle, la mèche? On y a beaucoup cru en France avec les Gilets jaunes. On y a beaucoup cru avec les agriculteurs notamment. Beaucoup de gens en janvier 2024 ont pensé que la population, une partie de la population, à un moment donné, irait sur les autoroutes, irait sur les ronds-points, irait à un moment donné les agriculteurs pour essayer de faire le poids, le nombre. Et en fait, ça ne s'est pas passé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que notamment pendant la crise du Covid, c'est intéressant, et moi je le remarque depuis un certain temps maintenant, il y a énormément de gens en France, moi je parle de la France parce que je connais, qui ont compris qu'à un moment donné, il y a eu la crise sanitaire. On ne va pas en reparler parce que je pense que vous avez beaucoup parlé, mais en fait, ils ont compris, très simplement, ils sont sortis de la naïveté qui consistait à penser que l'État vous veut du bien. Ces gens-là, une partie de la population a compris que l'État ne leur voulait pas du bien. Ces gens-là, l'État n'est pas impartial. L'État n'est pas là comme une nounou pour essayer de régler les problèmes ou essayer de donner un cadre serein, pacifique à une population donnée. Et c'est ce qu'ont compris les gens. Et ce qui est intéressant dans les gens que je rencontre un peu partout en France depuis 2 ou 3 ans, j'ai beaucoup de cadres supérieurs qui viennent aux conférences. J'allais vous poser la question, justement. Et beaucoup de cadres supérieurs qui me disent, mais depuis le Covid, j'ai compris. Alors j'ai regardé les Gilets, chaque fois c'est la même analyse. Et j'ai regardé les Gilets jaunes depuis mon canapé en disant, ils ont raison. Voilà, mais j'étais devant BFM dans mon canapé et je continuais à la Ikea ou à Darty alors qu'il y avait des ronds-points qui étaient occupés. Mais pendant la crise sanitaire, comme on est venu me chercher moi, dans mon intimité, qu'on m'a forcé, qu'on m'a raconté n'importe quoi, qu'on m'a menti, quand j'ai découvert la propagande, là, ils se sont rendus compte effectivement que l'État n'était pas là pour leur bien et que l'État avait fait d'eux, non pas un adversaire politique, mais un ennemi politique. Et là, c'est gravissime, parce que quand vous utilisez le terme d'ennemi, on est quand même dans une rhétorique guerrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, vous avez une junte qui estime que tous les gens qui résistent ou qui veulent penser autrement, et c'est le cas dans l'Union européenne, avec Ursula von der Leyen, c'est pareil. On est à Bruxelles ici, et on est là-dessus. Nous, on avait été reçus par le Convoi de la Liberté avec des chiens et des barbelés ici. Voilà, on avait dû se planquer dans des bars parce qu'on était journalistes indépendants et qu'ils avaient raflé tous les journalistes indépendants le premier matin de l'arrivée du convoi sanitaire. Il faut quand même le savoir. Donc, comme ces gens se sentent débordés par des idées qu'ils estiment nauséeuses, qu'ils estiment pas valables, qu'ils appellent désinformation ou complotisme, eh bien, ils sont en train de se crisper. Mais pour en revenir à ces gens-là, finalement, je trouve que le Covid, la crise sanitaire, a été intéressante. D'une part, effectivement, il y a toute une partie de la population qui s'est laissée aller, qui a accepté les injonctions en se disant ils ne sont pas si mauvais, qu'est-ce qu'auraient fait les autres? Et puis, il y a aussi une partie de la population, et c'est ceux qu'on voit le moins, c'est ceux qui ont compris. C'est ceux qui ont compris, mais comprendre aujourd'hui, il est d'une chose de comprendre, mais après, il y a l'agrégation. Comment ça s'agrège? C'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Le problème, c'est que comprendre, c'est bien. Agir en conséquence, encore différemment. Et c'est ce qu'on voit, parce qu'il y a quand même peu de mouvement malgré tout. C'est ça. Alors c'est intéressant, parce que si on part du mouvement qui voudrait, comme avait les Gilets, parce qu'en fait on a un... Enfin, quand je dis du mouvement, je parle de que ça bouge, qu'il se passe quelque chose. Voilà. Eh ben, c'est intéressant, parce que le référentiel, je parle de la France une nouvelle fois, hein, le référentiel du mouvement de la révolte populaire, de la jacquerie, c'est qu'on sorte dans la rue, qu'on brûle des palettes, qu'on balance des trucs, parce que c'est ça, l'imaginaire, le romantisme du mouvement. Mais je vais vous citer 2 exemples. Regardez en France, avec ces champions du monde là, qui nous gouvernent, et la ZFE, la zone de faible émission. On connaît bien ça en Belgique, voilà, c'est déjà en place. Oui, voilà. Ben, nous, on est un peu plus rugueux. C'est-à-dire qu'on va se parler rapidement. C'est la zone de faible exclusion ou de forte exclusion, la zone de faible émission. On s'est rendu compte. Avez-vous vu des manifestations en France depuis qu'ils sont en train de le mettre en place le 1er janvier 2025 ? Non. Il n'y a pas une manifestation, mais ces gens sont en train de reculer. Pourquoi ? Parce que vous avez une l'eau qui monte énormément sur les réseaux sociaux, ça gueule de partout. Et dans les prochains jours, là, en France, il y a des mouvements citoyens qui sont en train de se mettre en place pour aller marcher, notamment devant les mairies un peu partout en France. Mais on n'est même pas arrivé au niveau du fait d'aller dans la rue, qu'ils ont reculé. Le pouvoir en place a reculé. C'est à l'initiative de ce qui s'appelle les Gueux, et c'est mis en place par Alexandre Jardin et Daniel Guichard. C'est ça qu'on met en place. Alexandre Jardin et Daniel Guichard qui étaient chez nous sur Toxin il y a quelques jours, là-dessus, on lançait ce mouvement-là. Mais bien avant,
ils ont commencé à reculer, ça fait 2 semaines, et Agnès Pannier-Runacher, qui est notre ministre de la transition écologique, je ne sais même pas ce qu'elle est, en tout cas c'est sûr ce qu'elle est ministre depuis un certain temps. Incompétente. Ça, c'est la Joconde éco-responsable du gouvernement. Donc il la faut, elle est là, on la pose sur un truc, c'est comme, peu importe. Et on s'est rendu compte qu'en fait, avec les réseaux sociaux, avec ce qui montait sur les réseaux sociaux et les vidéos sur TikTok, énormément de choses qui ont en éruption, en totale ébullition sur les réseaux sociaux, en fait, ils ont commencé à reculer. Et vous avez cette Joconde éco-responsable qui est venue un jour chez Jean-Jacques Bourdin et sur Sud Radio il y a 10 jours, en disant rétropédalage, ça s'appelle un gros rétropédalage. Ouais. On met la marche arrière avec le frein à main levé. Et elle nous a dit oui, mais c'est pas l'État qui l'impose, c'est les collectivités. Et les collectivités doivent faire preuve de souplesse, d'appréhension, doivent dire à un moment donné essayer Merci McKinsey. Voilà, exactement. Et effectivement, de toute façon, avec eux, il leur faut bien communiquer le conseil parce que vu qu'ils n'arrivent pas à mettre 2 neurones en face dans leur cerveau, c'est compliqué. Et je veux dire par là, c'est qu'on les a vus reculer. Et en plus, ça s'est dédouané en disant que c'était pas l'État qui avait mis ça en place, mais que c'était la responsabilité des collectivités. Ça, c'est un rétropédalage en or. Et on voit bien qu'il n'y a pas, je reviens à mon idée de début, il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de truc. Et en fait, il faut savoir qu'Emmanuel Macron, même depuis les Gilets jaunes, en fait, ils ont mis littéralement des machines de guerre au sein même de l'Élysée, avec des cellules ripostes, des gens qui sont 20 ou 30 ou 40 dans des salles et qui scrutent les réseaux sociaux en permanence, dont nos comptes à nous d'ailleurs. Oui, bien entendu. Nos comptes à nous, et qui voient comment ça monte. Très ciblés même. Hein. Ah oui. Ils peuvent cibler des gens aussi. Ah oui, moi j'ai été cambriolé 2 fois, donc je peux vous le dire. Voilà, ça je peux vous le dire. Donc effectivement, je ne dis pas que c'était quand même des cambriolages qui étaient extrêmement, on va dire, bizarres, douteux. Voilà, d'ailleurs j'ai eu j'ai été auditionné par les services de police et de façon assez rapide pour un cambriolage, un larcin. Hein, je pense qu'on n'est pas auditionné si rapidement et pendant autant de temps. Voilà, parenthèse est fermée. Je veux dire par là, c'est que ces gens sont absolument sur les réseaux sociaux et veulent absolument savoir, comme ils n'ont plus de connexion avec le peuple, comme ils n'ont plus d'adhérence à ce qui se passe dans le pays et comme ils ont un mépris pour le peuple qui est absolument envahissant. Ils ont un mépris pour le peuple qu'ils n'arrivent même plus à cacher. Donc, ils sont sur les réseaux sociaux et ils essayent de scruter ce qui s'y passe. Et notamment les ZFE, pour finir sur cet exemple-là, c'est un premier exemple. Maintenant, ça va se constituer à première vue dans les prochains jours en France par démarche. On verra bien une nouvelle fois si les gens font la démarche. Mais, par exemple, les ZFE, les zones de faible émission, ça touche tout le monde. Les gens qui ne se sont pas sentis concernés pendant les Gilets jaunes, ceux qui ne se sont pas sentis concernés par les agriculteurs, là, les ZFE, par contre, ils vont se sentir valablement concernés. Et après, il y a le deuxième exemple très rapide, je fais. Les auto-entrepreneurs. Alors, Macron, alors Macron, quand même, parce que c'est un champion du monde, ce monsieur, hein, il y a quelques mois, il avait dit, bon, c'est très simple, je vais libéraliser, je vais chevaucher le tigre, il nous avait dit. On ne sait pas qui chevauche Macron, mais bon, en tout cas, c'est pas le tigre, manifestement. Et, on a peut-être le prénom du tigre, mais on ne va pas s'étendre. Voilà, c'est lui qui avait dit chevaucher le tigre. Hein, et voilà. Et il avait dit il y a quelques mois, ce qu'on va faire, c'est que pour libéraliser le pays, libérer les forces, on va créer un statut d'auto-entrepreneur. Donc ça veut dire que tous les gens qui étaient au chômage ou en grande précarité, on va leur permettre en quelques clics, en 10 minutes, de se créer en tant qu'auto-entrepreneur avec un numéro de siret, Jusque-là, tout va bien. Voilà. Et on ne va pas leur mettre de TVA jusqu'à un certain seuil. Donc vous allez pouvoir immédiatement, si vous faites de la couture, de l'onglerie, si vous êtes artisan, plombier, vous allez pouvoir dès le lendemain matin avoir un numéro et travailler de façon légale. D'accord ? Donc ces gens-là se sont jetés, 1 million de gens quand même ont souscrit à ça. 1 million de gens qui étaient en grande précarité, parce que ce n'est qu'un pas de plus vers la précarité. Le salaire médian de notre entrepreneur en France, c'est 475 € par mois. Il faut quand même le savoir. Et donc là, monsieur est revenu, comme il a vidé les comptes, Macron. Macron a littéralement vidé les caisses, hein, pour nous enchaîner au marché, pour nous enchaîner à l'Union européenne, pour nous enchaîner à toute une sorte de gens. Et donc, il a vidé les comptes. Mais le problème, c'est que comme il n'a pas trop envie que le FMI vienne mettre son nez dans les comptes, maintenant, il cherche de l'argent partout. Donc, ils ont mis François Bayrou. Vous savez, le François Plan-Plan. Chez nous, c'était le haut commissaire au plan, le Plan-Plan. Donc, il est resté 5 ans au plan. Poste qui a été créé sur mesure par Emmanuel Macron en décembre 2020, il faut quand même le savoir. Et donc François Bayrou, il s'est dit, il faut trouver de la thune quand même. Là, on n'a plus d'argent, il faut trouver de la thune. Donc, je reviens à mes auto-entrepreneurs. Et ils se sont dit, Bercy leur a fait des notes, en leur disant, ce que vous pouvez faire pour gagner 400 millions d'euros, c'est-à-dire que vous baissez les seuils des auto-entrepreneurs. La TVA, au lieu qu'elle soit elle va être beaucoup plus basse. Donc les gens en fait qui s'étaient dit je vais me monter en tant qu'entrepreneur pour pas avoir la rigueur d'une entreprise, d'une société ou autre, ils vont se retrouver avec les mêmes emmerdes. Surtout, en plus, ils devront collecter
collecter et rendre la TVA, ce qui est absolument impossible en termes financiers, mais ce qui est aussi en termes administratifs. Administratif, c'est ingérable. C'est ingérable. Il faut prendre un comptable et tout. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour terminer là-dessus ? Les mecs, ils ont su ça. Parce que ce qui ne se savait pas avant, aujourd'hui, ça se sait. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population aujourd'hui qui s'informe énormément. Je vous invite à aller voir d'ailleurs sur YouTube toutes les séances chez nous, parlementaires, notamment sur la réforme des retraites ou encore sur les motions de censure. Il y a des stats de dingue sur YouTube. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, ça faisait 100 vues, un truc comme ça. Aujourd'hui, ça fait 100 000, 200 000, 300 000. Ce sont des indicateurs intéressants pour dire que les gens, même du bureau, ils vont regarder les discussions parlementaires qu'ils ne regardaient pas 10 ans auparavant. Mais ce sont des indicateurs, ok, mais est-ce que c'est pas, comme je disais tout à l'heure, la différence entre comprendre et agir? Je veux dire, est-ce qu'on n'est pas faussé par les réseaux sociaux? Parce que on sait que sur les réseaux sociaux, les gens, ils y vont. Ils sont contents, ils s'affichent, ils peuvent dire des choses, ils peuvent s'affirmer. Mais ces gens des réseaux sociaux, est-ce qu'ils descendent dans la rue sérieusement? C'est ça, c'est toujours la question. Et puis, sachant en plus, encore il y a un paradoxe, c'est qu'on peut diriger les réseaux sociaux, justement, ces cellules et tout, peuvent insuffler les choses dans les réseaux sociaux. Donc tout ça est très confus. Après, c'est peut-être des bonnes nouvelles, mais est-ce qu'elles sont sûres? C'est encore autre chose. Ce que je voulais ajouter à ce que dit Nico, c'est aussi également, quel est là aussi je veux dire, s'ils vont dans la rue, c'est quoi le lendemain? Qu'est-ce qui se passe? Parce que une fois que on va dire, le régime est tombé, qu'est-ce qui arrive après? C'est aussi ça la... Moi, je vais répondre à la première question. On va déjà la manifestation en elle-même, le régime, on va aller après. Mais je reprends mes deux exemples récents. Mes deux exemples récents, ils sont très simples. Sur la ZFE et sur les auto-entrepreneurs, ces gens ont reculé partout. Et donc ça veut dire que les réseaux sociaux, mine de rien, chers amis, ils ont quand même une certaine influence qui n'avait pas d'influence il y a encore 6 mois en arrière. Oui, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont... Si on se rappelle, les gilets jaunes, c'est parce que je pense que le litre de gasoil était à 1,80. C'était la taxe diesel. Voilà, on a combien aujourd'hui? On a 2. Ah là, on est à 1,80, entre 1,75 ou 1,95 selon. On vient avec un nouveau sujet. Je sais pas moi, les nouveaux attentats, je ne sais où, je sais que ce soit légitime ou pas. On fomente et on ne parle que de ça. Pendant ce temps-là, le prestidigitateur, il fait les poches avec la main gauche. Ça pourrait s'arriver. Oui, c'est la théorie de la guerre en Ukraine. De toute façon, c'est la théorie de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, Macron, il nous a parlé de la guerre par le Covid. Il nous a dit nous sommes en guerre. Et là, il y a quelques jours, il nous a fait une vidéo sur TikTok parce qu'il n'y a que ça à faire. Apparemment, il n'a rien d'autre à foutre que faire une vidéo sur TikTok en exhibant une carte de l'Ukraine à l'envers. Enfin, c'est une catastrophe, peu importe. Et donc, il nous parle de la guerre. La guerre est à nos portes. La guerre. Là, manifestement, il y a une volonté aussi, ce que j'appelle la technique du fumigène. Vous balancez un fumigène et puis ça fait un grand panache de fumée et les gens se perdent un peu dedans. Mais je pense que ça, c'est réfléchir comme il y a 10 ans en arrière. Je pense que tout ça est terminé. Pourquoi il y aurait une mèche plus qu'avant? Parce que vous avez une crise économique sans précédent, notamment en France, un peu partout, mais en France aujourd'hui, vous avez des gens qui, aujourd'hui, dans le livre que j'écris, Lettres aux autruches au tube digestif, il y a des gens, quand j'ai écrit ce livre il y a 3 ans, je vais vous raconter un exemple, par exemple. Il y a 3 ans, mais on précise que c'est le livre précédent qui s'appelle Lettres aux autruches et au tube digestif. Oui, c'est ce livre-là, c'est un livre, en fait, c'est un petit manuel d'apathie populaire, et notamment sur les gilets jaunes. J'avais une amie qui habitait pas loin de chez nous, et cette amie, il y a 3 ans, me disait les gilets jaunes, ils m'ont fait chier, les gilets jaunes, ils m'ont empêché d'aller faire les courses samedi après-midi, ils m'ont arrêté à un rond-point, je suis arrivé en retard en rendez-vous, et je lui ai dit, on a eu une discussion pas virulente, parce qu'on s'entend bien, mais en plus, c'était sympa, c'était l'été, on était sur une terrasse avec un verre de rosé, donc c'est passé plutôt bien, mais je lui ai dit, tu devrais pas cracher sur l'avenir. Tu ne devrais pas cracher sur l'avenir. Parce que peut-être que dans 2 ou 3 ans, ou dans quelques mois, ce sera toi qui mettras le gilet jaune et tu seras le premier à bloquer le rond-point à l'entrée du village. Qu'est-ce qui s'est passé? Accident de la vie, séparation. Eh ben, cette demoiselle avec sa petite famille, elle a été déclassée. Comme beaucoup que je connais. C'est-à-dire que les gens qui, il y a 3 ans, me disaient les gilets jaunes, ils m'ont fait chier parce qu'ils m'ont empêché de consommer. Non, ils m'ont empêché de consommer, c'est ça. Ils m'ont empêché de consommer et de me déplacer. Les mêmes qui ont accepté le pass sanitaire, le pass vaccinal, quand même. Il faut quand même le savoir. Parce que là, on a quand même, à un moment donné, quelque chose qui tient, mon avis, de la bêtise. Mais bon, ils me disaient, oui, ils m'ont fait chier. Mais là, aujourd'hui, ces mêmes gens, et j'ai des thermomètres sociaux, des marqueurs, ce que je veux dire, marqueurs sociaux, parce que c'est mon boulot en tant que journaliste politique. Maintenant, ces mêmes gens, aujourd'hui, ils sont extrêmement déclassés économiquement. Extrêmement déclassés. Et c'est, pour la plupart, ils ont compris, mais ce qui me dérange chez eux, et là je vais apporter de l'eau à votre moulin, c'est que ce qui me dérange chez eux, c'est qu'ils sont tellement dans l'apathie absolue, ils n'ont tellement aucune connaissance, aucune notion de faire partie d'un pays, aucune notion que notre avenir en commun est leur avenir aussi individuel, que finalement, là où c'est le pire, c'est là qu'il y a un déclassement intellectuel, et surtout qu'ils n'ont pas conscience de leur déclassement
économique. Je m'explique. Par exemple, sans faire la promo de marque de supermarché, ce sont des gens qui, il y a 2 ans, allaient chez Leclerc en France, puis après, ils sont allés chez Lidl, et puis aujourd'hui, ils vont chez Action. Et en 2 ans, et dans ce cas-là, quand j'essaie de leur dire, mais tu te rends compte que économiquement, aujourd'hui, tu n'as plus les moyens financiers d'aller chez Leclerc ou Intermarché. Tu vas vraiment chez leur hard discounter, du hard discounter Action. Oui, ils me disent, et là, ils me disent, c'est formidable, ils me disent, et ils me sortent finalement toute la rhétorique marketing de ces marques, en me disant, oui, mais c'est les mêmes produits. Mais en fait, la réalité, c'est que vous n'avez pas compris, ou vous ne voulez pas voir, que vous êtes en plein déclassement économique. C'est-à-dire que vous êtes obligé à un moment donné de baisser en qualité, de baisser en quantité, parce que vous n'avez plus d'argent et que vous êtes obligé de faire au plus pressé et au moins cher. Et ça, c'est terrible pour une population, de ne pas se rendre compte du déclassement économique. Ce n'est pas toute la population. Mais ça, je pense que c'est un marqueur fort. Je termine là-dessus. Par contre, le jour, où il n'y a plus rien en bas d'Action. En bas d'Action, c'est les poubelles. Le jour où ils auront leur tête dans la poubelle, ce jour-là, eux, ils frapperont de suite. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas comme les gens qui écoutent. Plus rien à perdre, les plus rien à foutre. C'est pas comme les gens aujourd'hui qui suivent le podcast d'Artemus, ou les gens qui font l'effort. Eux qui sont structurés, intellectuellement plus structurés, ils se renseignent, ils cherchent, ils font cette démarche de citoyen. Mais ceux-là dont je parle, eux, le jour où ils ne vont plus rien avoir, ils vont frapper. De suite, ils frapperont. Ils frapperont de suite. Ça revient à ma question. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que derrière, est-ce qu'il y a une force politique ? J'ai l'impression qu'en France, il y a des fausses batailles, ils sont tous très européens, eurosceptiques. Il n'y a personne qui est je veux dire, dans les partis qui ont le vent en poupe, on va dire comme ça, il n'y a personne qui a une vraie critique radicale, économique, etc. Comme on pourrait voir, par exemple, l'UPR, là, les Patriotes l'ont, mais voilà, ils sont très petits, ils ne représentent pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? C'est la vraie question de fond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a perdu quelque chose qui a fait notre pacte démocratique, notre pacte de société, notre contrat social. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait cette idée-là de dire on n'aime pas le pouvoir qui est en place, la caste qui est en place, donc on sait qu'on a l'espoir d'avoir un parti politique d'opposition qui pourra, à un moment donné, redresser le pays. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a quelques jours, le Rassemblement national de Jordi Haribo-Bardella et de Marinette Le Pen, la tenancière d'un barrage à Dunkerque. Franchement, c'est un parti d'opposition qui a quand même s'est abstenu pour la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Pour nos amis belges, le Conseil constitutionnel a littéralement remplacé le peuple français. Le Conseil constitue aujourd'hui décide de tout. Et Richard Ferrand, qui est le mutualiste Richard Ferrand, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été député, qui a été battu d'ailleurs en 2022, qui est un l'aide de camp de Macron. C'est l'aide de camp de Macron. On peut pas faire dans l'aide de camp. C'est le gars le matin qui lui tend ses chaussettes. On est d'accord. On peut pas faire plus proche. Ah non, on peut pas faire plus proche. À part Jean-Michel. Voilà. Oui, c'est clair. On peut pas faire plus proche. Donc, on a ce gars qui a été proposé par Macron pour rentrer au Conseil constitutionnel. Pendant 9 ans. Et quand on regarde un peu les rémunérations de ces gens, on peut quand même se poser la question. On aurait pu se dire, le RN va voter, au moins, c'est eux qui faisaient la bascule. Ils auraient très bien pu voter contre, donc Richard Ferrand aurait été désavoué, aurait été retoqué, si vous préférez, et Emmanuel Macron aurait pris sa 14e paire de boules dans la gueule. Mais non, le RN s'est abstenu avec la théorie fumeuse du moins pire. Ça va être le moins pire. Et ils avaient fait la même rhétorique, notamment pendant la motion de censure de François Bayrou, en disant « Oui, mais si on vote la censure contre Bayrou, on va avoir pire. » Donc, c'est la stratégie du moins pire. C'est ça le problème. Donc, le RN qui devait incarner à un moment donné un parti patriote, parce que si ça, c'est l'extrême droite, moi, je pense que je suis archevêque, véritablement. Et je veux dire, ce parti qui, à un moment donné, a pratiquement 11 ou 12 millions d'électeurs en France, et voire peut-être plus en termes de sympathisants, est en train de faire la plus grave erreur politique de toute sa carrière politique, littéralement. Tout en pensant, pourquoi ils font ça ? Parce que la réalité, je ne vais pas rentrer dans les détails politiques français parce que ça ne m'intéresse pas forcément, mais rapidement. Parce qu'en fait, Marine Le Pen va être probablement frappée le 31 mars prochain d'inéligibilité, d'accord ? Oui, d'accord. Oui, voilà. Et donc, elle ne pourrait pas se présenter à la présidentielle. Vu ses dernières prestations, moi, j'attends que ça de l'avoir dans le débat d'entre-deux tours, avec ses 14 classeurs, ses 4 secrétaires, ses post-it et ses notes partout. Et en fait, elle mise sur le fait qu'en permettant à Richard Ferrand d'arriver à la tête du Conseil constitutionnel, elle pourra, par un député détourné, faire une OQPC par rapport au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que c'est une demande, un député demandera au Conseil constitutionnel de savoir si la condamnation de Marine Le Pen en inéligibilité par rapport à l'exécution provisoire est-elle constitutionnelle. Oui. Donc elle compte que Richard Ferrand, le mutualiste Richard Ferrand, lui dise
anticonstitutionnel, tu peux te présenter. Je l'ai fait très vite. Là-dessus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est Magouille et compagnie. Et ce qui est terrible chez le RN, quand on l'analyse, c'est que le RN, c'est l'hypothèse que je formule en tant qu'éditorialiste politique, c'est que le RN estime que la majorité de ses électeurs sont trop cons pour se rendre compte, pour savoir qui est Richard Ferrand et que derrière, il y a une magouille. C'est ce que je pense. En pensant qu'ils ne leur en voudront jamais d'avoir fait ça. Voilà. Donc même eux, il y a une forme, à un moment donné, d'indécence à penser que leurs électeurs sont des moutons et que, quoi qu'elles fassent, quand il faudra voter Marinette, ils voteront Marinette. C'est rapide, mais je veux dire par là, c'est que... on a compris l'idée. Et on revient là. Je finis sur Richard Ferrand tout de même. Richard Ferrand avait été impliqué dans une affaire des mutuelles de Bretagne. L'affaire a été classée sans suite. Qui a classé le dossier sans suite ? Le parquet de Brest, notamment. C'était la procureure générale en chef, Véronique Malbec, qui a dit à son procureur adjoint de classer l'affaire sans suite, qui Richard Ferrand a nommé au Conseil constitutionnel en 2022, Véronique Malbec, et aujourd'hui siège ensemble au Conseil constitutionnel. Voilà. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut et qu'on me traite de tous les noms, mais à un moment donné, c'est un vrai problème. Et là, pour revenir à votre question, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ? On arrive dans une situation terrible, dans le sens où aujourd'hui, il n'y a plus d'incarnation politique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que sur l'échiquier politique français, au Parlement, parce que je vais me faire engueuler par les militants de Asselineau, de Philippot, ils sont pas au Parlement. Ils pèsent rien. Ils pèsent rien parce qu'ils sont... Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on se retrouve dans une impasse totale. C'est-à-dire que normalement, il y a une incarnation politique qui devrait y avoir. Et il n'y est plus aujourd'hui. Il n'y a plus d'incarnation politique, ce que vous dites. Il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas d'opposition. Non. Et si on rajoute là-dessus, est-ce que l'idée de la France révolutionnaire, c'est pas un mythe finalement, ça va plus arriver ? Ça s'est perdu dans l'histoire. Donc tout ce qu'on vient de dire là fait que la tempête qui vient. Est-ce qu'il ne faut pas attendre des forces extérieures à la France pour... Non. Là-dessus, je m'inscris en faux parce que je suis français et je pense que nous avons suffisamment de ressources intérieures. Ça veut dire que là, dans l'instant présent, nous n'avons plus d'incarnation politique et il faut quand même se rendre compte qu'il y a quand même des millions de Français qui ne vont plus voter. On a parlé tout à l'heure brièvement. C'est le premier parti de France. Voilà. Et puis exactement. Et puis vous avez raison. Et puis surtout que les gens, il faut qu'ils arrivent à comprendre. Je crois que ça commence à monter maintenant dans la population. Que ce pays, la classe politique ne sont que finalement des clowns, qui ne sont que les pantins à un moment donné d'une Union européenne et d'un mondialisme effréné qui est en train de nous amener à la guerre petit à petit et au chaos économique en plus. Et finalement, je pense que dans une population, malheureusement, on ne peut pas décréter, c'est comme ce que disait la CGT, on n'a pas un bouton grève générale. Vous voyez, la CGT a toujours dit ça. Le syndicat vous dit toujours on n'a pas le bouton grève générale où on appuie le lendemain matin à 5h, tout le pays est bloqué, au moins ça aurait réglé le problème une semaine, tous ces gens seraient partis. Mais bon, même si je ne porte pas la CGT dans mon cœur, pour bien des raisons, mais ce n'est pas le sujet du débat. Je veux dire par là, c'est que je reviens sur mon idée, c'est qu'à un moment donné, ça sédimente. Il faut se rendre compte, du moins c'est très dur à appréhender. Mais ça sédimente, les strates sédimentent. Et je voyais hier sur les réseaux sociaux notamment, je sais que... Mais on fait des petits tests, on envoie des ballons, parce qu'en fait, on se rend compte que X, c'est une population particulière, ceux qui ont un compte X, Twitter. Oui, c'est vrai. Mais on se rend compte que quand on balance aujourd'hui, qu'on a balancé, ça fait 4-5 mois, qu'on balance des affaires comme ça, notamment l'abstention du RN ou d'autres trucs, la motion de censure et tout, ça réagit de plus en plus. Les gens ne réagissaient pas avant, il y a encore 6 mois, 1 an. Là-dessus, maintenant, ça fait vraiment réagir. Et je pense que le RN ne se rend pas compte de ça et se voit dans quelques la face. En plus, ils sont totalement contre le cours d'histoire, parce que quand on va l'arrivée de Donald Trump, de J.D. Vance et d'Elon Musk, je crois que le RN est en train, je pense qu'il y a un manque d'intelligence quelque part. Je pense qu'à un moment donné, il y a même un manque d'opportunisme. Mais on pourrait même dire que c'est fait exprès. C'est tellement débile comme décision que ça pourrait être même du sabotage exprès. Mais quand vous voyez ce qui se passe en Allemagne, avec l'AfD, tout à fait. Une nouvelle fois, la question ici, c'est de ne pas faire l'apologie de personne. Simplement, je pose un regard. L'AfD, qui aujourd'hui qui est très haut dans les sondages. Vous avez la Roumanie, notamment, avec Georgine Georgescu, Calin Georgescu. Il y a toute une série en Pologne également, on voit en Angleterre. À un moment donné, le RN devrait quand même à un moment donné se renseigner sur ce qui se passe à droite à gauche. Et si l'exemple typique c'est Mélanie, ça va être compliqué parce que la mélodie aiguë, à mon avis, a contaminé le RN, à mon sens. Voilà, manifestement. Et je pense que le RN est en train aujourd'hui de sortir de l'histoire de l'opposition politique. Mais c'est parce que le RN devient un parti comme un autre. Exactement. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Mais plus ils s'approchent du pouvoir, plus ils font la danse du ventre, ils font la lambada. Tout très simplement parce que plus, d'ailleurs, on a vu Bardel il y a quelques jours, métamorphose physique.
Oui, il a des lunettes, maintenant il est mal rasé. Bardella, on aurait dit qu'il était en 2e année d'alternance et qu'il sortait de McKinsey. Non mais c'est dingue, on aurait dit qu'il avait fait les boutiques tout l'après-midi avec un mec de McKinsey qui lui a trouvé une petite barre de 3 jours et demi, des petites lunettes et un petit costard bien cintré. Manifestement, on voit, ça a l'air de rien. Parfois, les gens ne se rendent pas compte, mais ça, typiquement, pour un journaliste comme moi, je me dis là, tiens, on met le mec sur orbite. On est en train de mettre le maire sur orbite et on veut montrer aussi à la petite oligarchie que finalement, nous, on n'est pas si terrible que ça et que si finalement, il n'y a pas d'alternative, qu'on ne peut pas mettre en pantin l'oligarchie, ben moi, je suis là pour remplacer le bordel. Voilà. Et maintenir le système comme ça. Voilà. Oui. Justement, Nicolas, je voulais vous poser cette question. L'État, en France, a les moyens de faire échouer la tempête, de faire échouer l'opposition. Alors ici, j'aimerais votre analyse par rapport au fait de l'opposition contrôlée, parce que pour moi, le RN, c'est très bien. Ça a emmené tous les gens vers une impasse. On le voit maintenant, c'est-à-dire 12 millions d'électeurs mécontents qui ont voté RN, pas parce qu'ils sont racistes, pas parce qu'ils sont de tout ce qu'on raconte, bêtes ou d'extrême droite. Ils en ont marre. Et donc là, on a canalisé l'opposition dans ce genre de choses. On a parlé de l'observation des réseaux sociaux par Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a les moyens. Il faut quand même se dire aussi que l'État a les moyens, des moyens des sondages. Avec notre argent, quand même. Il faut que les gens le disent quand même. Donc l'État a les moyens de financer aussi des trolls, de financer, etc. L'État a les moyens de faire passer des lois liberticides comme la censure, puisque le problème, si c'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'endroit où l'opposition s'exprime et peut grossir, eh ben, il censure les réseaux sociaux. C'est la fermeture de C8, hein. Exactement. Donc, en fait, l'État a les syndicats, hein, parce que les syndicats, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, les syndicats, c'est quand même, s'il y a une opposition contrôlée en France, c'est bien les syndicats. Donc, les syndicats, ça s'appelle les désamorceurs. Ce sont des désamorceurs. On les a pas vus pendant le Covid. Non, jamais. On avait le totalitarisme qui s'installait, on ne les a pas vus pendant le Covid. Alors que quand il y a la moindre manifestation, peut-être qu'ils n'ont pas le bouton grève générale, mais les syndicats, ils sont quand même capables de mettre des millions de gens dans la rue. Donc on les a pas vus. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a les RG, les renseignements généraux, qui évidemment savent qui, tout et tout et quoi. On est tracé sur Internet. Donc tous les opposants, on fait pas seulement du big data, on peut faire du mapping, c'est-à-dire qu'on sait où sont les opposants. Vous êtes surveillés. Et on a même les moyens, évidemment, avec les services secrets, d'embêter, et je n'irai pas plus loin d'ailleurs, d'embêter les opposants. Contrôle fiscal. Donc on a au début, c'est un contrôle fiscal. Donc ce que je veux dire, et on a les moyens, évidemment, d'infiltrer tous ces mouvements dont vous parlez dans votre grosse colère, la tempête qui vient. On a les moyens d'infiltrer tout. Ils ont infiltré les gilets jaunes, évidemment. Ils ont infiltré. Donc, face à ça, vous êtes vraiment sûr que ça va pas faire pchit, cette tempête ? Non, ça peut pas faire pchit. Pourquoi ? Mais oui, vous avez raison dans ce que vous exposez là. Mais je veux dire, à un moment donné, vous avez quand même des gens qui sont des véritables truffes au niveau de l'État. Et quand vous plongez le pays dans une catastrophe économique comme c'est le cas aujourd'hui, c'est là que vous ne maîtrisez plus rien. Qu'est-ce qui a fait peur pendant les Gilets jaunes ? Qu'il n'y ait pas de représentants, à la différence des syndicats. Il n'y avait pas de porte-parole, à la différence des syndicats. Et les 6 premiers mois, je peux vous assurer qu'ils ont eu très très peur. Oui, ils ont eu très peur. C'est pour ça qu'ils ont été très violents. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous saccagez l'État, quand vous videz les caisses, quand vous videz les comptes publics et que vous venez dire aux gens qu'il va falloir continuer à cracher au bassinet, parce que ce qu'ils promettent en France, mais c'est plus que de l'austérité, c'est de l'extorsion fiscale qu'ils sont en train de nous promettre, là, littéralement. C'est-à-dire que là, vous allez rallier aux opposants ou aux Français en colère des centaines de milliers de gens qui n'étaient jamais sortis dans la rue et qui seront, eux, encore plus incontrôlables que ceux qui étaient déjà dans la rue il y a 5 ans de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut toujours avoir en tête que vous pouvez contrôler jusqu'à partir du moment où vous laissez un yaourt et un peu de riz dans une armoire, dans une commode. Quand véritablement vous effondrez l'État, comme c'est le cas, et que votre pouvoir, qui est devenu une junte, n'est que magouille et compagnie, et que tout le monde le sait, parce que les réseaux sociaux, effectivement, sont aussi la capacité de voir ce qui se passe aujourd'hui, le scandale, et on pourrait aussi dire que tout ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec l'USAID, l'AFD en France, l'Agence de France de développement et tout, il y a de plus en plus de gens, moi
moi, je le vois, dans mon petit village, j'ai un bar de village, ça vote pratiquement à 90% RN, mais les gens maintenant commencent, ça fait quelques mois, que maintenant ils me sortent des trucs, ils commencent à se renseigner. Je ne dis pas qu'ils passent la journée à faire ça, mais ils ont de plus en plus d'informations. Je veux dire par là, quand vous appauvrissez un pays, que vous le saccagez, que vous lui cassez les genoux et que vous le mettez à plat ventre, là, vous allez avoir des choses qui sont absolument incontrôlables. Une nouvelle fois, je vais être très clair là-dessus. Je pense que ce n'est pas souhaitable. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand ça part dans tous les sens, on avait eu les gilets jaunes, et encore, quand ça part dans tous les sens, après, je pense que c'est pas souhaitable pour personne, véritablement. Parce que là, c'est le chaos. La guerre civile. Voilà. Et j'en reviens à mon préambule. Quand vous connaissez l'histoire de France, quand vous voyez par exemple la Libération, quand on nous a dit les Américains sont arrivés, tatati, c'était génial, les femmes ont s'embrassé, il y avait des fleurs partout. Il faut lire à un moment donné ce qui s'est passé entre les FTP, les FFI, les massacres, les petits chefs qui ont commencé à émerger, qui ont torturé des gens pour rien parce que la dénonciation ou parce que le mec lui avait piqué sa copine. Donc je veux dire, à un moment donné, la libération de Paris, la libération de la France même avec les FFI et les FTP, qui étaient plutôt communistes et FTP, moi j'ai lu des textes là-dessus, mais c'était horrible. Tous les jours, on retrouvait des corps qui flottaient dans la Seine. Je veux dire, et pourtant des gens qui avaient rien fait, qui avaient absolument rien fait. Donc je veux dire par là, c'est que moi je crois que ce chaos, il faut vraiment s'en préserver. Mais on a une caste au pouvoir qui absolument nous fait n'importe quoi, qui pense, et vous avez raison, qui a un budget de, notamment les Centaures, vous savez, les chars de gendarmerie, des espèces de blindés de gendarmerie, dont j'étais en France le premier à parler, où on m'a dit que je faisais la fake news parce que j'avais dit qu'il y avait des tourelles de tir dessus. Je suis allé simplement regarder les caractéristiques techniques sur le ministère des Armées, de l'Intérieur. Je n'ai fait que lire. C'est sur catalogue. Voilà, exactement. Je l'avais dit. En premier, on m'a dit oui, c'est pas vrai, il n'y a pas de tourelle de tir. Si, il y a de tourelle de tir. Les caractéristiques techniques sont très claires. Eh bien, ils dépensent un fric monstre dans les GLFI. C'est les grenades de désencerclement avec du C4 dedans. Enfin, il y a la TNT dedans, où c'est très petit, mais bon, ça a arraché des mains quand même. Ça a ébordé des gens, ça a arraché des mains. Des grenades lacrymogènes, des boucliers, des casques, des machins. Donc on voit bien qu'à un moment donné, ils en ont peur. Mais ils ne prennent pas en compte, effectivement, que quand vous effondrez un pays, eux, ils estiment qu'à un moment donné, il faut le tout précarité pour que les gens ne disent plus rien, finalement. Le tout précarité, c'est à un moment donné, c'est de dire les gens seront tellement pauvres qu'ils n'auront même plus la force à un moment donné de sortir dans la rue. Mais je continue à penser qu'à un moment donné, et je reviens toujours à mon histoire, c'est que quand vous regardez l'histoire de France, et c'est pas vrai que la Révolution française, ça s'est passé depuis le XIIe siècle, il faut lire des textes très intéressants là-dessus. Je veux dire, à un moment donné, on ne gouverne jamais impunément contre son peuple, et c'est pour ça qu'en préambule de ce livre-là, je cite Édouard Philippe, et c'est pour ça que je m'appuie là-dessus. Édouard Philippe, qui était l'émérite Premier ministre, qui a l'homme invisible. Adoubé par Bilderberg. Oui, bien sûr, il est allé. D'ailleurs, on n'a jamais su dans quel cadre il était allé, qui il représentait. Il avait dit dans une conférence à l'ESSEC, c'était en mai 2021, il avait égrené notamment toute une série de mesures qu'il avait fait passer en tant que Premier ministre, et ensuite, en s'étonnant que ça passait. On a fait ça, ça passe. On a fait ça, on a fait la réforme des universités. Il y a eu quelques mecs qui ont occupé 3 locaux, on les a virés, ça a été pas. On a fait ça, c'est passé. On a cassé le droit du travail, c'est passé. Et en fait, il dit ça passe, ça passe, ça passe. Mais à la fin, il dit quand même, on ne peut jamais savoir quand la dernière goutte, à un moment donné, fera déborder la jarre. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser la ruse d'Ulysse pour contrer la colère d'Achille. Vous voyez ? Donc je veux dire, à un moment donné, il y en a quelques-uns qui ont conscience quand même que le jour où ça va déborder sévère. Après, la question qui se passe, c'est qu'est-ce qu'on met à la place ? Oui, et donc, il va aussi avoir la tempête qui vient sera forcément violente. Elle sera malheureusement violente. Parce qu'on a des gens qui tirent sur la corde. On a des gens qui n'écoutent plus. On a des gens qui sont corrompus. Même le Transparency International, c'est une étude qui est parue il y a 15 jours, a dit que la corruption en France était devenue hors de contrôle au plus haut niveau de l'État. La corruption est devenue hors de contrôle. Ouais. Et même dans l'opposition. Je veux dire, il n'est pas la peine d'aller chercher au Parlement européen, où pratiquement un quart des députés sont tous plongés dans les affaires. En France, la corruption, c'est pas moi, c'est Transparency International qui le dit, qui a fait une étude incroyable. Et les études qui sont sorties quelques jours après disaient qu'effectivement, les Français n'ont plus confiance en leur classe politique et n'ont plus confiance dans les médias. Mais vous m'étonnez. Mais on est chez les dingos. D'ailleurs que ces gens, en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la chute de l'Ancien Régime. C'est des gens qui se goinfrent, littéralement. On a, dans le Canard enchaîné cette semaine, les dépenses de Pierre Moscovici, premier magistrat de la Cour des comptes, qui a été commissaire européen, qui a été ministre, qui a été député, qui a été qui n'arrête pas de demander aux Français de repousser l'âge légal de la retraite à 64, 65, 66, 67 ans. Et on a quelqu'un qui a une retraite, mais qui était retraite chapeau. Le gars, il est au-dessus de tout le monde. Et là, on a eu un article récemment dans le Canard enchaîné qui montre que Moscovici, il fait chauffer la carte bleue pour la Cour des comptes.
suivante. Il embauche des gens à tour de bras, il a toujours des gens qui bossent pour lui, il ne fait rien, c'est marqué dans le carnet enchaîné, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le carnet enchaîné. Donc c'est un exemple, mais ça ne peut pas tenir. Donc nous sommes véritablement dans la fin de l'Ancien Régime et nous sommes dans un état absolument crépusculaire. Et le crépuscule, généralement, ça annonce la nuit. J'ai oublié peut-être un élément dans ma liste à l'après-vert de tous les moyens de l'État pour faire échouer la tempête qui vient. Le seul, c'est l'intelligence qui a pas. J'en ai oublié un, et vous n'allez pas me contredire, la police, l'armée, etc. Donc les forces de l'ordre, les corps constitués. Donc les forces de l'ordre. Alors, est-ce que c'est ça la clé ? Bien sûr. Alors moi, il faut répondre très clairement là-dessus avec des éléments tangibles. Dans mes conférences en France, j'ai de plus en plus de gendarmes et de policiers qui viennent. En tant que spectateur de la conférence, pas en loose day au fond de la salle. Pas en loose day, parce que j'en ai eu en loose day au fond de la salle. Je les vois arriver. Bon, c'est pas les gars. Souvent, je leur ramène un café, je leur dis bon, ça va les gars, tout va bien, et passez une bonne soirée. Et non, j'ai des policiers, des gendarmes qui sont venus, mais qui viennent me le dire. Je suis gendarme, je suis un actif pour la gendarmerie, je suis en fonction pour la police, et qui viennent à mes conférences et qui me disent, mais ne crois pas que nous sommes tous comme ça, parce qu'en France, il y a une minorité, parce que j'ai beaucoup de respect pour la police républicaine, moi, pas pour les bravem. Les milices qui ont été montées par Macron suite aux Gilets jaunes. J'ai pas de... Ceux-là, ils sont sélectionnés. Hein. Ah, ils sont sélectionnés. Ah oui, mais là, ils sont vraiment sélectionnés. Là, c'est qui est, quoi. Vous savez, le jeu qui est, où on faisait tomber des visages à un moment donné, c'est pareil. C'est le bingo du qui est, quoi. Et par contre, oui, effectivement, le problème, c'est que Emmanuel Macron, comme dans tout dirigeant despotique ou nespotique, a su s'entourer d'une garde prétorienne. C'est une véritable garde prétorienne. Il y a une garde prétorienne autour de lui, Emmanuel Macron. Mais le problème, c'est que les policiers, les gendarmes, j'en connais beaucoup, j'en ai même parmi mes amis, me disent, mais il ne faut pas croire, nous aussi, nous sommes les Gilets jaunes. Les policiers, les CRS qui sont allés frapper sur les Gilets jaunes, comme j'ai vu avenue de la Grande Armée traîner des femmes qui venaient de Picardie ou de l'Oise pour manifester par les Gilets jaunes et les traîner sur les trottoirs par les cheveux, les traîner sur les trottoirs par les cheveux. C'est préhistorique, ça. Ah oui, mais je l'ai vu, ça je l'ai vu de mes yeux, et ça n'a jamais été révélé, il n'y a jamais eu d'enquête IGPN. Voilà, je pense qu'il aurait pu y avoir des enquêtes quand même, que ces gens auraient dû être sévèrement condamnés, mais peu importe. Donc, ils sont aussi les prolétaires de la force armée, vous voyez, les prolétaires de la garde constituée. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, pendant les Gilets jaunes à Bordeaux, tout début, où à Bordeaux, il y avait quand même un fort foyer Gilets jaunes, on a vu des images, la presse mainstream s'est empressée de dire que c'était des fake news, c'est pas vrai. On a vu une compagnie de CRS baisser le casque, poser les casques et baisser les boucliers au tout début des Gilets jaunes. C'était fin novembre 2010. Donc, je veux dire, c'est une image forte. C'est une image forte. Je veux dire, à un moment donné, une partie de la police de gendarmerie sait qu'elle fait le sale boulot, déjà, avec une sorte de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que nous, on nous emplâtre pour des dépassements de vitesse, et puis après, il y a quand même des zones de non-droit en France, ça devient terrible chez nous aussi. Et je veux dire, ils comprennent bien qu'à un moment donné, il y a un vrai problème. Et qu'ils ne peuvent pas, à un moment donné, être cautions de ce qui se passe là. C'est toujours pareil. Après, on en revient toujours à la même question. C'est quelle est la notion de l'engagement chez chacun ? Quelle est la notion de l'engagement chez chacun ? Est-ce que, à l'appel d'Alexandre Jardin et de Daniel Guichard, vous aurez des gens qui iront devant les mairies pour marcher ? Regardez, je vais vous donner un exemple très simple qui me fait vomir. Nous avons, depuis quelques années, nous en France, ici, le soir d'Halloween, on est emmerdé pendant 3 heures par des gamins qui sonnent. Alors c'est mignon, c'est mignon les Haribo, c'est rigolo, ils arrivent habillés là avec des trucs, des monstres. Je comprends les gamins, ça me dérange pas. On a la même chose. On a la même chose. Donc pendant 3 heures, on a les gamins qui tout petits avec les parents. Excusez-nous, vous avez des bonbons ? Bon, je suis comme j'ai le cœur sur la main, j'ai toujours des bonbons, mais je participe à un truc auquel je ne devrais pas participer. D'ailleurs cette année, ça a été rigolo, on n'a pas fait. Et par contre, le 11 novembre, quand je vais au monument aux morts, pour l'armistice. Où ils sont les parents et les gamins que j'ai vus 3 semaines avant ou 2 semaines avant pour chercher des bonbons. Ils y sont pas. Donc en fait, ils sortent quand ils vont faire Halloween. Mais par contre, quand il s'agit de venir se recueillir le 11 novembre devant le monument aux morts, la cérémonie elle dure 23 minutes. Faut pas exagérer. Il y a personne. Ils y sont pas ces gens. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Le village en question, ils font venir tout le conseil municipal des jeunes pour faire un peu de jeunes. Mais les gamins, ils viennent parce que il y en a un qui récite un truc et que ils font une petite cérémonie rapide. Mais la réalité, c'est que ces gens ne viennent pas le 11. Vous imaginez l'effondrement culturel d'une partie de la population, ça c'est terrible. Et eux, les autruches et subjectifs, c'est eux. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils se lancent dans l'abrutissement généralisé américain, littéralement, de la sous-culture américaine. Par contre, quand il s'agit à un moment donné de se sentir citoyen, ne serait-ce que 23 minutes pour aller au monument à mort et dire à leurs gamins, voilà ce que ça a été le 11 novembre, voilà ce qu'a été la Grande Guerre, voilà ce que nos aïeux ont vécu, voilà pourquoi aujourd'hui on ne s'appelle pas Erdrich, pourquoi on ne s'appelle pas Franz.
Ben non, il n'y a plus personne, ils sont dans leur canapé, devant le big deal, et voilà. Donc c'est vrai que je suis très dur envers eux. Parce que aussi, mais le problème, c'est que ces gens-là, ce seront le banc de Macron. Le jour où ce pays va tourner, ils suivront comme les autres, ils tourneront comme les Macron, ils partiront comme ça, puis ils suivront ces gens-là, ils suivront. Mais c'est sûr que je pense que les gens qui résident dans ce pays, les citoyens qui résistent, manifestement, qui ne perdent pas de temps à noter leur nom sur un carnet Adexo pour faire la révolution, ils ne viendront pas. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Bon, alors, la tempête est là. Tout s'écroule. Macron et ses petits camarades s'en vont. Macron et les autres. Macron et les autres, et ses petits camarades, donc, s'en vont. Alors, 2 questions. Ils vont où, eux? Et on les remplace par qui? Qu'est-ce qui se passe après? Voilà, c'est la question. Ben, c'est la vraie question. C'est pour ça que souvent on me dit, souvent c'est des amis à moi qui votent RN, ou à gauche d'ailleurs, et ils me disent, mais pour qui je vote? Et en fait, c'est la vraie question, pour qui je vote. Aujourd'hui, en fait, il faut se rendre compte que le système médiatique, on n'en a pas parlé, mais le système médiatique a toujours fait ça, c'est-à-dire qu'il monte en épingle des oppositions. Il monte en épingle des débats, des espèces de caches, et des espèces de toi t'es raciste, toi t'es antisémite, toi t'es machin, toi t'es islamophobe, machin. Donc il monte en épingle toute une série de débats, voilà, qui pourraient d'ailleurs être intéressants, mais qui ne le sont pas parce que tout ça est artificiel. C'est artificiel. C'est pas essentiel voilà, en plus. Exactement. Donc en fait, il donne à voir aux gens toujours les mêmes, voyez-vous. C'est-à-dire que des médias comme les nôtres, nous, on invite, en France, je parle de la France, on invite toute une foule de gens, que ce soit des historiens, que ce soit des économistes, que ce soit des gens. Vous savez, c'est la théorie des 1000 noms, en fait, pour monter un truc. C'est la théorie des 1000 noms. Pour monter un État, pour monter un pouvoir, il faut 1000 noms, grosso modo, placés à des postes stratégiques. Voilà. Mitterrand disait, il suffit que tu aies 50 amis au poste stratégique, tu tiens un pays. Voilà, c'est François Mitterrand. Je veux dire, il n'a pas tort. Oui, il n'a pas tort. Mais moi, c'est vrai que ça va être. Je pense que les gens que je côtoie et l'avenir qu'on doit donner au pays, elle ne doit pas être dans une vision aussi cynique. Voilà, je pense qu'il faut mettre des gens qui sont épris de la nation. Voilà. Et je veux dire par là, c'est que rien que dans les gens que nous recevons, nous, je pense qu'il y a de quoi faire pour à un moment donné avoir, parce que des ministres c'est très bien, mais le ministre n'est que le pantin finalement dans le champ pour faire peur, pour censé faire peur aux autres, mais ou du moins prendre des décisions. Et c'est pas le cas en France, encore moins. Mais je veux dire par là, c'est que on a très largement la capacité intellectuelle et culturelle en France à un moment donné de pouvoir proposer de redresser l'État avec des gens de bonne volonté. Regardez le CNR chez nous, le Conseil national de la résistance. Vous croyez pas qu'à un moment donné il y a des gens qui se sont mis autour d'une table? Alors ça a gueulé, ils se sont mis des paires de boules dans la gueule, mais manifestement en 45 ils ont rebâti notre système social. Et notre. Ils avaient un chef d'orchestre. Voilà, ils avaient un chef d'orchestre. Et en 58, oui, et en 58, on avait ça. Mais je veux dire, c'est souvent, regardez notamment par les mouvements populaires, on a toujours des gens qui émergent. Oui, on a déjà une base de gens dans l'ombre dont les médias ne veulent pas parler, parce que les gens dont je vous parle, ils sont invités nulle part dans les grands médias. Pourtant, ça serait beaucoup plus intéressant de les avoir eux et de les mettre face à la petite oligarchie en place et d'avoir des vrais débats. Mais vous comprendrez bien qu'à un moment donné, quand vous êtes effondré intellectuellement et que vous êtes victime d'un désastre cognitif sans nom, eh ben vous n'avez plus la capacité de débattre sur un plateau télé et vous passez pour un con. Donc vous ne ferez pas le faire. Donc, je veux dire par là, c'est que moi j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça, parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui en France qui sont déjà qui sont épris de la nation, qui sont pour le bien collectif, le bien commun, et qui n'ont pas des convictions en texture de tuyau d'arrosage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des gens qui sont structurés et qui ont des convictions. Et je continue de penser que nous avons très largement, en France, de quoi refaire, que ça soit dans la politique, que ça soit dans les médias. Je crois qu'on le voit dans les médias. Nous, on est suffisamment quelques médias aujourd'hui à tenir un peu la route. On a une certaine forme de déontologie et également une honnêteté à travailler. Et je pense que dans tous les pans de la société, on a largement de quoi faire quelque chose. Mais le problème, c'est ça l'après, finalement. Mais quand les gens, pour finir là-dessus, les gens me disent, mais qui, en fait, si tu regardes BFM, LCI, CNews, machin, tu vas voir toujours les mêmes. Donc ça ne va pas donner beaucoup d'espoir dans ce qu'on va pouvoir faire après. Mais ça demande de creuser un peu. Et c'est pas la peine de creuser beaucoup. Il suffit d'avoir une petite fourchette. On trouve très rapidement du pétrole. Mais ce que vous proposez ou espérez, c'est selon, si on vous écoute, c'est de remplacer les personnes, mais pas forcément de changer le système. Non. Oui, c'est ça. Parce que le système vous paraît quand même concret. Oui, alors c'est intéressant cette question, parce que ça, moi je continue de penser que le système, les institutions sont bonnes. C'est-à-dire qu'elles ont été pensées par le général de Gaulle, elles ont été travesties par les gens qui les composent. Voilà. Quand on a un Conseil constitutionnel qui est devenu une véritable arme politique d'idéologie et qui est là pour remplacer le peuple, je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même faire quelques ajustements. Je ne dis pas qu'à un moment donné, il ne va pas falloir faire. Je pense que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, il faut le virer. Les agences d'État, il faut les virer aussi. Mais je pense que la représentation parlementaire, la présidence et la 5e, sont assez intéressantes au point de vue de ce que l'équipe qu'elles ont donné à la nation. Mais quand vous avez des gens comme ça, on n'en a pas suffisamment parlé dans cette émission,
l'impression qu'on a la Macronie au pouvoir qui n'est rien d'autre que le ressucé des progressistes mondialistes européistes, et généralement soumis aux néoconservateurs américains, mais peu importe. Et qu'on a une opposition qui fait la danse du ventre parce qu'elle n'a qu'une seule obsession, c'est prendre la place des autres. Manifestement, c'est sûr qu'on a quand même l'impression que nos institutions sont corrompues et qu'elles sont inopérantes. Moi, je continue à penser qu'elles ne sont pas inopérantes. Elles ont été travesties par cette espèce d'élite qui, elle aussi, a subi un effondrement intellectuel et culturel. Parce que quand on voit les truffes qu'on a eues depuis bien avant, sous Macron essentiellement, mais un peu avant, mais sous Macron, on a quand même des gens qui se sont présentés à l'antenne. Je veux dire, je pense qu'ils ont saccagé leur arbre généalogique sur 4 générations. Je pense qu'à un moment donné, ils ont mis en péril tout leur arbre généalogique, ne serait-ce que par leur prise de position et leur réflexion plus que pas terrible. Je veux dire par là, je continue de penser qu'on a largement de quoi aujourd'hui redresser ce pays en ajustant. Parce que par exemple, les députés, à un moment donné, quand on a des députés, nous on a un taux de présence qui fait peur. Moi, je suis pour la remise en place du jour de carence pour les députés. Donc, manifestement, c'est clair. Mais je veux dire, oui, on pourrait ajuster. Alors, moi, une nouvelle fois, je réagis en tant qu'éditorialiste politique et des idées qui me sont soumises en permanence sur le RIC, sur le mandat révocatoire et tout. Il y a des ajustements à faire. Mais je pense que la colonne vertébrale de ce pays est toujours là. Mais les gens qui la composent sont manifestement corrompus et pour certains stupides. Il y a aussi un autre problème quand même, qui crée de la division au sein des nations, de toutes les nations, c'est la politique partisane. Et on sait très bien que tenir un parti politique, c'est pas une question de vérité, c'est une question de comment on va prendre le pouvoir. Ouais. Et pour ça, on est prêt à faire toutes les alliances possibles et inimaginables. Et que derrière, ce sont toujours des pouvoirs d'argent. Donc on le voit très bien que derrière des partis politiques, vous allez avoir, je sais pas moi, des Bolloré, des milliardaires qui vont prendre aussi possession des médias. Je veux dire, on ne peut pas continuer à laisser des médias à des milliardaires, forcément, sinon c'est une oligarchie qui dirige le pays. Et c'est comme ça aussi pour les partis politiques. Et les partis politiques sont aussi des moyens de diviser le peuple, en fait. Donc, est-ce que c'est la bonne solution ? Donc, c'est vrai qu'on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je pense qu'il y a quand même des modifications structurelles à avoir quand on repense un pays, une nation, une patrie. Le cadre, vous avez raison de le noter. Le cadre, je veux dire que par là, il y a des ajustements à faire, notamment sur les partis politiques, bien au-delà des médias d'ailleurs. Sur les partis politiques, je l'ai déjà dit, c'est une machine à cash. C'est-à-dire que soit du côté national, vous avez des députés, quand vous avez des députés élus et que vous représentez quelque chose, vous encaissez énormément d'argent. Et puis au niveau de Bruxelles, vous encaissez aussi. Donc en fait, nos partis politiques sont englués, sont incarcérés dans un système économique, dans un véritable environnement économique, dans lequel ils ne vont pas mordre la main des gens qui les nourrissent, c'est-à-dire soit la Commission pour l'Union européenne, soit la direction du budget de la Commission, soit en France, à un moment donné, l'État en lui-même, voilà, le pouvoir en place. Donc, véritablement, on a un problème. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à un moment donné, il y a ces luttes de pouvoir. Après, en ce qui concerne les médias, vous avez raison, mais je pense que le problème vient de plus loin. Le problème des médias, vous avez raison. Mais ce qu'il faut faire avant de parler de ça, la détention de médias par des milliardaires, je vous suis entièrement là-dessus. C'est pour ça que nous, on est médias indépendants et qu'on a toujours refusé d'avoir des subsides, de l'argent public ou des mécènes qui viennent ici, ou des mécènes ou des investisseurs. Voilà. Mais je veux dire, il faut remonter à la racine. C'est-à-dire qu'un pays ne fonctionne à partir du moment où vous avez des citoyens. Parce que si vous refaites un pays avec des citoyens, c'est-à-dire avec des gamins qui, à l'école, apprennent le libre arbitre et arrivent à réfléchir par eux-mêmes au fur et à mesure du temps, les médias de propagande seront vite emplâtrés. Seront vraiment vite emplâtrés. Ils n'auront plus la puissance. En sachant aussi qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question aussi des aides à la presse. Parce que les aides à la presse, quand on a le Monde et le Figaro qui prennent 16 ou 17 millions d'euros par an, et les autres, je veux dire, à un moment donné, il va falloir se poser la question. Voilà, parce que une petite anecdote, on a quand même certains journalistes du Figaro qui sont sur les plateaux télé, qui viennent plateaux télé et qui sont contre l'État social, l'État. Non, mais on a là tout ça. Et je veux dire, on a des gens qui viennent vous dire à un moment donné que l'État social ça suffit, l'État providence ça suffit, il faut arrêter d'aider, il faut que les gens aillent bosser. Gars, tu vas commencer par ton média Le Figaro, tu vas refuser d'avoir les subventions d'État à 17 millions d'euros par an, et on verra que tu vas aller faire la manche à Opéra pour demander des subventions et tu vas distribuer des cartes d'abonnement. Donc si tu veux qu'on en discute, on va en discuter, chérie. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête. Ça m'énerve parce que particulièrement ces médias ce qu'on appelle libéraux conservateurs. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est libéraux conservateurs. Je ne sais pas ce que c'est libéral conservateur. Je pense que c'est sorti d'un canot Bonux, mais je vois pas ce que ça veut dire. Bon, peu importe. C'est McKinsey, mais c'est vraiment tout. Donc, mais pour en revenir à ça, pour être beaucoup plus précis et sérieux, c'est que oui, mais je pense que ça passe à un moment donné
refonder totalement notre éducation nationale et refaire ce qu'on avait toujours appelé l'école républicaine, c'est-à-dire la méritocratie. Moi, je suis italo-polonais. Ma grand-mère parlait un peu français, beaucoup polonais. Mon père vivait dans une petite maisonnée à 3 générations dedans. Ma mère, pareil, ça arrivait d'Italie. Je veux dire, au fur et à mesure, mon père est devenu prof de français, maire de village. Mon frère travaille dans notre administration et moi, je suis journaliste. Donc, je veux dire, ça a du sens pour moi, la méritocratie. Ça a véritablement du sens parce que quand on est arrivé là, on était quand même pas super riches. Hein. On était vraiment les prolétaires de chez prolétaires. Hein. Donc, je pense qu'à un moment donné, pour rebâtir une nation aussi, et c'est d'ailleurs pour ça que ces gens, ils sont comme ça, lettres aux autruches, au tube digestif, parce qu'en fait, ça fait 30 ans qu'ils ont abruti les gens. Les jeux télévisés, les jeux, les débilités. Et je pense qu'il y a une volonté d'abrutir la population, parce que quand vous abrutissez la population, vous lui cassez les reins. Vous lui cassez les reins, donc vous en faites des consommateurs. Et il est beaucoup plus simple de gérer les consommateurs que de gérer des citoyens qui sont capables de dire non. Pourquoi ? Alors, désolé, hein, j'ai toujours j'essaie. Pour l'instant, j'aime beaucoup votre utopie et votre optimisme, mais en fait, les révolutions. On a une série de BD qui est parue et que je vous conseille de lire en Belgique, qui s'appelle SOS Bonheur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Non. Ça a été écrit il y a plus de 20 ans, hein, je crois, largement, même plus, beaucoup plus. Années 80, non, ça fait c'est extraordinaire parce qu'on voit le Covid, le totalitarisme, tout ça. Et à la fin, la révolution. Et évidemment, la révolution, alors, il va y avoir un chaos. D'après ce que je comprends, il va y avoir des éléments incontrôlables. Et généralement, quand il y a ça, eh bien, il y a quelqu'un de fort qui est généralement bien organisé. Ça, les gens qui sont organisés, le Conseil national de la résistance avait le pouvoir parce qu'ils ont réussi à s'organiser. Si vous regardez, et bien en amont. Si vous regardez les autres révolutions qui a eu lieu en Égypte et tout ça, en Égypte, il y avait 2 corps qui étaient, c'était les frères musulmans et puis c'était l'armée. C'est eux qui ont pris le pouvoir. Donc tous les gens qui étaient dans la rue, qui étaient sur la place, ils n'ont pas pris le pouvoir. Et donc, c'est tout à fait ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire un énorme chaos et quelqu'un qui vient, qui est organisé et qui va mettre de l'ordre. Et les gens, quand il y aura le chaos pendant une semaine, peut-être que ce sera rigolo, on va manger des merguez sur les ronds-points. Mais au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, on aura besoin d'un pouvoir fort qui mette de l'ordre. Et donc, ce ne sera pas forcément quelqu'un qui veut faire ce que vous dites. Ah non, mais bien sûr que oui. Mais là, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade. Je pense qu'à un moment donné, il y aurait quelque chose de simple pour arriver à avoir une transition démocratique simple, c'est-à-dire que les oppositions politiques qui sont censées dans l'opposition destituer Emmanuel Macron déjà. C'est parce que si vous destituez Emmanuel Macron avec un article 68 de la Constitution française, je pense que déjà il y aura manifestement un great reset de Klaus Schwab, mais c'est pas celui de Papy Schwab, hein, c'est un vrai great reset démocratique. Et à partir de là, c'est pour ça que je continue de soutenir la thèse qu'il y a de plus en plus de strates de la population qui se sont énormément renseignées, notamment sur les questions de l'Union européenne, notamment sur les questions de libéralisme ou de libre-échange. C'est-à-dire que quand nous en France, il y a 300 000 emplois qui sont menacés d'ici le mois de mai. D'ici le mois de mai dans l'industrie, vous imaginez bien que les 300 000 emplois qui sont menacés, s'il y en a même ne serait-ce que 200 000 qui sont supprimés avec le nombre de familles indues, vous imaginez bien qu'à un moment donné, ces gens vont poser des questions sur la trahison manifeste de nos élites. Donc, je continue de penser qu'à un moment donné, je pense que les oppositions ont encore une petite marge de manœuvre, littéralement, pour destituer Emmanuel Macron. Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est la destitution d'Emmanuel Macron, et je pense que ce sera une vertu pédagogique non négligeable. C'est pour éviter d'en arriver, effectivement, parce que moi je le dis, je suis très clair avec ça. Hein. Moi, je ne suis pas un appel à l'émeute, concrètement, parce que je pense que ça serait terrible pour le pays, concrètement. Mais à force de tirer sur la corde, on va y arriver, et on aura tout ce qu'on ne veut absolument pas voir dans un pays comme le nôtre, tout simplement. Et c'est pour ça que je continue à penser que, heureusement, je finirai là-dessus, heureusement que nous avons des gens qui suivent nos podcasts, heureusement que nous avons des gens qui suivent nos médias, heureusement que nous avons des gens qui vont manifester pour pas mal de choses. Heureusement qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont découvert l'intérêt et toute la bénédiction de la citoyenneté. Parce que ces gens-là seront en capacité, à un moment donné, d'essayer d'être beaucoup plus rigoureux et de faire baisser la mayonnaise et peut-être d'avoir un avenir beaucoup plus serein qu'une espèce de chaos qui n'est absolument enviable pour personne. Mais ça, j'ai envie de vous dire que personne ne pourra vous dire exactement ce qui va se passer. Moi, je ne fais que poser des hypothèses. Il n'est pas voulu, ce chaos, parce qu'excusez-moi, mais ils voudraient le chaos qui s'y prendrait pas autrement. Ouais, alors ou alors ils sont bêtes, ou alors ils sont vraiment mais moi, je pense que c'est une question qu'on pose. Hein. C'est pas exclusif l'un de l'autre. Non, c'est sûr. Mais moi, je parle des ingénieurs. Forcément, il y a des ingénieurs, donc des gens qui pensent à ça, et il y a des gens qui sont juste des dindons de la farce, qui sont juste bêtes. Parce que pour moi, c'est fait pour comme ça, parce que ça rejoint ce que vous expliquiez sur les grandes marques, sur les gens qui passent de Leclerc à Action. En fait, ils n'ont pas passé de Leclerc à Action en 3 mois.
Ça a pris son temps. Et pour moi, ce qui se passe, mais c'est général, c'est que c'est une lente agonie, une chute accompagnée jusqu'à la tempête. Et eux, ils sont derrière pour récupérer et reprendre comme ils veulent. Ouais. Et c'est ça le vrai truc en réalité. C'est ça le danger absolu. Et si les gens descendent dans la rue et tout, ils seront peut-être déjà dans une manipulation qui dure depuis longtemps. Et j'ajoute encore une chose. Sachant tout ce qu'on sait, on parlait de système et de personnes, sachant que l'ennemi absolu, notre ennemi absolu à tous, le vrai ennemi, c'est la nature humaine, est-ce que ça va changer quelque chose si au moment où on change les personnes avec des systèmes qui corrompent et le pouvoir amène la corruption? Alors, je ne vais pas être pessimiste et dire qu'il n'y a aucune solution. Mais il faut quand même tenir compte de tous ces éléments-là. Il faut quelque chose de transcendant, en fait. Oui, mais vous voyez bien que sous le gaullisme, il y avait la nature humaine jouée sous le gaullisme aussi. Je prends un exemple récent dans notre histoire contemporaine. Mais j'étais moins bête. On est arrivé à un moment donné... Probablement, c'est même sûr. Mais je veux dire, à un moment donné, on est arrivé à passer outre la jalousie, la haine, tout ce que je sais. Mais je veux dire, par là, c'est qu'à un moment donné, justement, l'État est là pour encadrer tout ça. Je veux dire, pas pour asservir, mais pour encadrer tout ça, concrètement. Et je continue de penser, je vais finir là-dessus sur cette question, parce qu'on me la pose souvent, cette question. Est-ce qu'ils ne veulent pas le chaos? Alors là, s'ils veulent le chaos, les copains, eh ben, ils sont vraiment cons. Parce que je pense qu'ils n'ont jamais vu de près la violence populaire. Parce que pour l'avoir vu, la violence populaire, de près, de très très près, je peux vous assurer qu'une foule déchaînée, je rappelle quand même que le 8 ou le 15 décembre 2018, Macron, les Gilets jaunes étaient à 150 mètres d'entre analysés. Là, je vous assure, et je vais vous le dire, ce jour-là, parce que moi j'étais dans les rues à ce moment-là, et à ce moment-là, François de Rugy, le monsieur Omar de l'Assemblée nationale, qui était président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, qui était déjà là, se sont réunis en cachette dans Paris pour préparer la chute du pouvoir, pas du gouvernement, du pouvoir. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, je veux dire, il ne faut pas grand-chose pour qu'un État tombe. Et c'est la question de la police, c'est la question des corps constitués, c'est la question de plein de choses. Donc s'ils jouent le chaos, je pense que là, ils peuvent arrêter immédiatement cette hypothèse parce que à mon avis, comme disent mes amis québécois, ils vont avoir les molaires qui vont claquer quand même. Ouais, mais après, ils ont la possibilité de se barrer. Oui, certes. C'est ça le truc. Ils ne vont pas le subir, ce chaos, en fait. Oui, et c'est ça je danger. pense qu'ils ont tellement amené le pays dans une impasse qu'à mon avis, même ça va être compliqué pour eux. Véritablement. En fait, si on y réfléchit bien, on est un peu en URSS. Et on est à l'abord de la chute de... exactement. Avec la fin de la liberté d'expression, la censure. On est dedans. C'est la chute du mur. C'est juste avant la chute du mur. C'est une excellente conclusion. On va dans le mur, ou alors le mur va s'écrouler, on ne sait pas, mais ça paraît pas mal comme finale. Donc, Nicolas Vidal, merci pour cet entretien, merci de nous avoir accordé de votre temps. Donc, on rappelle votre dernier livre qui s'appelle La tempête qui vient, et le précédent qui est Lettres aux autruches et aux tubes digestifs. Voilà, 2 livres que vous pouvez retrouver chez notre partenaire Maupassant à Jette. Donc, on invite nos auditeurs à suivre les activités de Putsch Média avec la même assiduité qu'ils suivent Artemus. Oui. Merci pour votre soutien, merci de partager et à très bientôt pour un nouvel épisode du Monde d'à peu près. Merci.